Bonjour et bienvenue sur ce nouvel atelier qui va traiter du deuil. Alors selon Wikipédia, la définition du deuil, c'est une réaction et un sentiment de tristesse éprouvé à la suite de la mort d'un proche. Souvent associé à la souffrance, le deuil est aussi considéré comme un processus nécessaire de délivrance nommé résilience. Lorsqu'un événement provoque une crise dans la vie d'un individu, un changement radical est opéré dans la situation établie jusqu'alors. Le deuil possède aussi le sens de perte définitive d'un objet auquel un individu peut tenir. Le deuil est un processus actif, puisqu'on dit faire le deuil. L'individu en deuil peut sembler ataraxique et souffrir d'un état dépressif plus ou moins intense. Mais un cheminement intérieur se fait. Dans un premier temps, il n'est donc pas simple de distinguer ce qui en est positif pour la personne. Tous les changements, finalement, nous confrontent au deuil. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la perte d'un proche, toute situation, tout changement amène à la perte de la situation antérieure. Nous sommes soumis aux changements de saison, à des changements physiques ou physiologiques en fonction de nos âges respectifs, des changements d'état émotionnel liés aux différentes choses qu'on va traverser dans une journée par exemple, des changements cognitifs, hein, au plus on apprend des choses, au plus on mûrit finalement, au plus nos pensées diffèrent. On a des changements aussi comportementaux qui vont dépendre des différents contextes dans lesquels on va se retrouver, et puis des changements d'ordre géographique, professionnel ou relationnel. Nous sommes tous régis par des cycles naturels et psychologiques, et à chaque phase d'un cycle, nous avons à faire le deuil de la phase précédente. C'est important de comprendre que toutes les personnes qui vont venir vous voir vivent finalement à un moment donné du processus dans lequel ils sont par rapport aux changements qu'ils opèrent et la raison du coup pour laquelle ils sont venus vous trouver, vivent un deuil, hein, puisque le changement implique un deuil. Dans la mesure où une personne va travailler sur son identité, sur sa confiance, sur des compétences, etc., elle va devoir finalement tourner la page par rapport à une période de sa vie qu'elle doit quitter pour pouvoir exprimer pleinement des nouveaux comportements, des nouvelles attitudes, des nouvelles habitudes par rapport à son objectif. Donc il est important de comprendre que le deuil est vraiment présent tout le temps, mais bien sûr à différents degrés. C'est-à-dire que je dirais que le plus impactant au niveau émotionnel, c'est bien sûr la perte d'un être cher. Et par contre, dans chaque processus de changement, il va y avoir des deuils plus ou moins marquants émotionnellement. Après, c'est bien sûr en fonction du ressenti de chacun. Et là, chacun va vivre différemment une expérience ou une autre. Alors, on a l'habitude de dire que une personne en deuil traverse 7 étapes. Donc c'est le docteur Elisabeth Kubler-Ross qui a formalisé en fin de compte ces 7 étapes. Ces 7 étapes vont être le choc et le déni, la colère, le marchandage qu'on appelle aussi négociation, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Alors, je les ai formalisés comme ça. Après, selon les lectures que vous trouverez, ils sont pas forcément dans cet ordre-là, ils sont pas forcément exprimés de cette façon-là. Mais voilà, c'est assez, on va dire, classique cette forme-là. Alors, la première étape, c'est le choc. C'est-à-dire le choc lié à l'annonce, alors soit d'un décès, même s'il était prévisible, hein, à la suite par exemple d'une longue maladie, l'annonce d'une séparation, d'un licenciement, d'une pathologie lourde, d'une amputation, etc. C'est une expérience violente, dans ce sens qu'elle vient créer une rupture dans l'équilibre qui était préétabli, bien que cet équilibre pouvait être précaire déjà à l'origine, mais quoi qu'il en soit, il y a une rupture dans la vie de la personne, hein, il y a une situation, et d'un coup, cette situation s'effondre pour quelque raison que ce soit. Le déni, c'est
que la personne va du coup, comment dire, elle ne peut pas croire à cette réalité. Hein, elle est comme bloquée finalement face à cette annonce qui vient altérer le cours normal de son existence. C'est une sorte de sidération finalement. L'individu a du mal à réfléchir, à ressentir, à agir. C'est comme s'il y avait une suspension du temps et une perte provisoire de la connexion à la réalité. C'est un processus qui est totalement naturel, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense tout simplement. Hein. On ne peut pas concevoir la non-existence d'une personne, d'une chose ou d'une réalité, et c'est son arrêt définitif. Donc certains vont être sidérés, c'est-à-dire incapables de faire quoi que ce soit, et d'autres, au contraire, vont s'agiter dans tous les sens et vont essayer de fuir cette annonce en occupant leur esprit, leur corps, leurs émotions à travers multiples activités. Donc là aussi, chacun est unique dans sa réaction, chacun vit à sa manière cette annonce, et là, il est important d'être à l'écoute de la personne. Rares sont les personnes qui viendront consulter dans cette période, car elle induit une sorte de repli sur soi tout à fait salutaire. Si des personnes viennent quand même, il va être important de leur expliquer que cette douleur, vous ne pourrez pas la soulager finalement. Hein, cette douleur, cette tristesse qu'ils vont ressentir par rapport à cette situation, eh bien, il n'y a que le temps finalement qui va permettre de franchir les différentes étapes. Alors, comme je le dis, rares sont les personnes qui viendront vous consulter à cette période-là, parce qu'ils ont l'impression parfois que personne ne peut rien faire pour eux. Hein. Mais attention, j'ai toujours un double regard par rapport à ça, c'est que vous avez aussi des personnes dans votre entourage que vous pourrez peut-être être tenté d'aider en les voyant en grande détresse par rapport à ce genre de cas. Donc attention là aussi de ne pas vouloir gommer, effacer ou rendre plus facile ces étapes ou en cherchant à leur faire accélérer, etc. Parce que bien sûr, il y a tout un phénomène de maturation de ces émotions, il y a tout un cycle en fin de compte qui qui est inaltérable, quoi, finalement. Tout le monde passe par là et chacun doit traverser ces différentes phases. Alors après, le déni, force est de constater pour la personne que la chose absente ou la personne absente reste absente. Donc elle va être confrontée à cette absence, ce qui va lui permettre de réaliser vraiment ce qui se passe et de se reconnecter à la réalité. Cette réalité peut générer un sentiment d'injustice, c'est-à-dire pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi il m'a quitté, pourquoi c'est moi qui ai été viré, etc. Et cette énergie, finalement, est transformée en colère. Hein, c'est-à-dire que la personne a besoin d'expulser quelque chose, et la colère est une énergie qui permet d'expulser finalement sa rage et d'investir son énergie dans quelque chose. Alors, bien sûr, c'est pas forcément très confortable, soit pour l'entourage envers laquelle s'exprime cette colère, soit pour la personne qui retourne cette colère contre elle et qui peut vivre du coup une grande culpabilité. Culpabilité, j'entends par exemple dans les relations amoureuses, hein, mon Dieu, j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela, peut-être qu'il serait ou qu'elle serait restée. Donc la personne va être en colère avec elle-même ou elle peut être en colère contre celui qui est parti, mais comment il a pu me faire ça à moi, etc. Ou encore à une tierce personne, notamment dans les cas d'infidélité par exemple, ou alors si une personne est décédée suite à un accident, c'est forcément la personne avec qui il a eu l'accident qui est responsable de son décès. Donc on va chercher des coupables, on va chercher à expulser hors de nous finalement cette émotion trop forte, et c'est tout à fait légitime et naturel, là encore. Raisonner la personne à ces moments-là, c'est à double tranchant. Disons qu'on va chercher juste à la calmer, mais on ne pourra pas la raisonner parce qu'elle sait très bien elle-même, parfois qu'elle est irrationnelle, parfois que sa colère ne changera rien, mais elle a besoin d'extérioriser cette douleur finalement.
Après la colère, on aura une phase un peu mystico-mystique qu'on appellera le marchandage. Donc ici, on nous explique qu'elle peut prendre une tournure magico-religieuse. On promet à une entité invisible de ne plus faire telle ou telle chose si la situation originelle pouvait revenir. Là aussi, on est en pleine irrationalité, bien sûr, et finalement, là aussi, raisonner la personne, ça va pas faire grand-chose. Hein. On va pouvoir l'accompagner, on va pouvoir l'aider, la soutenir, mais finalement, elle a besoin de cette phase-là, elle a besoin de penser que elle peut peut-être faire quelque chose, qu'il y a peut-être un moyen de négocier, et elle peut s'enfermer dans un plus grand mutisme ou alors s'emporter. C'est très variable. On peut avoir des pulsions de vengeance aussi. Et la personne constate finalement qu'elle est en proie à des ambivalences, à des contradictions, et à la fois commence à réaliser qu'un retour à la situation première est impossible. À force de se débattre, finalement, la personne commence à réaliser la perte qui est la sienne, mais n'est pas en mesure d'y faire face. Donc là, on va avoir la tristesse, le chagrin, la peine, qui viennent l'habiter et qui pourront rester présentes tout au long de la vie. Je pense notamment, par exemple, suite au décès d'un enfant, les personnes peuvent se reconstruire, il n'y a pas de souci, mais pour autant, ça va pas. Ils vont quand même ressentir de la peine quand ils penseront à leur enfant, comme quand on pense à n'importe quel être cher qu'on a perdu. Ça n'empêche pas de ressentir de la peine ou de la tristesse, malgré qu'on ait franchi toutes les étapes finalement. Il faut bien penser que la tristesse va être exacerbée à cette période-là, qu'elle va s'atténuer avec le temps, mais que si effectivement on va traverser les étapes, elle aura toujours lieu d'être à certains moments de l'existence de la personne. Entre la douleur et l'absence entre la douleur de l'absence et le conflit de loyauté, la personne conserve souvent ses émotions, mais qui ne se manifestent pas en permanence. Elles se produisent de façon ponctuelle pendant un laps de temps, souvent de plus en plus court. Ça, c'est avec le temps. Le conflit de loyauté, quand je parle de conflit de loyauté, c'est que souvent la personne se dit mais comment je peux être heureuse alors qu'un tel est décédé, ou comment je peux être heureuse malgré ça. Et en continuant à investir sa tristesse dans le temps, hein, elle a l'impression de rester fidèle finalement à la situation qu'elle a quittée ou à la personne qui est disparue. Donc c'est important là aussi, plus tard, parce que là effectivement c'est la phase où justement cette tristesse s'exprime. Alors comme la colère s'exprimait à travers peut-être des emportements ou un repli sur soi, la tristesse, elle, va s'exprimer à travers peut-être les larmes. Hein. L'individu se connecte vraiment à son émotion, à celle qu'il a finalement repoussée jusque-là. Hein. Donc là, il se confronte à cette émotion et elle s'évacue cette fois, mais à travers les larmes, à travers le pleur, à travers peut-être la verbalisation. Donc là aussi, c'est un passage que on ne va pas minimiser. Hein, on ne va pas dire à la personne, oh, bah, c'est rien, ça va aller. On va la laisser vivre sa tristesse. On va l'inviter à vivre sa tristesse et à accepter d'être triste. Accepter d'être triste, c'est pas encore accepter la situation. Hein. C'est accepter de ressentir de la douleur face à la perte. À force, de voir que quoi qu'il se passe, la personne se débat, la personne est en colère, la personne est triste. Au bout d'un moment, elle pose les armes, hein, c'est-à-dire qu'elle va arriver à la phase de résignation. Elle est obligée de faire face à son quotidien, hein, puisque petit à petit, elle a une vie à côté. Hein, certes, elle a perdu quelque chose, ou quelqu'un, mais malgré tout, la vie est là, la vie a des contraintes, là on l'engage à aller vers l'avant, et cette résignation finalement est le premier pas vers l'acceptation. Alors pour arriver à l'acceptation, bien sûr, il faut du temps, de nouvelles habitudes qui se sont installées et la vie qui reprend ses droits. Les émotions lourdes deviennent moins envahissantes, parfois moins intenses, voire disparaissent complètement.
L'individu recouvre ses facultés et continue sa restructuration pour, pour accéder à la phase de reconstruction. Donc la phase d'acceptation comme la phase de reconstruction sont présentes dès le départ en fait. C'est tout un processus qui nous mène à ça. Elles ne commencent pas à ce moment-là, elles sont majorées à ce moment-là. C'est-à-dire que l'individu, au moment de l'annonce, est comme brisé à travers la colère et la tristesse. Il continue finalement de tout détruire, de faire place nette et de préparer le terrain pour cette acceptation d'abord et cette reconstruction ensuite. Donc il a évacué ses sensations corporelles douloureuses, ses tensions à travers, on l'a dit, cette colère et cette tristesse. Il évacue au fur et à mesure ses émotions. Donc prendre de nouvelles habitudes, on l'a vu, et réinvestit aussi progressivement son réseau relationnel pour finalement être comme libéré lors de la phase d'acceptation qui elle aussi donc s'est mise en place progressivement. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour normalement de la personne, donc petit à petit elle renoue des liens, elle recrée des liens, elle est confrontée à sa réalité qui finalement l'invite à passer à autre chose et à devenir plus disponible pour sa nouvelle réalité, afin de mettre en place de nouveaux projets. C'est ce qu'on va appeler du coup la phase de résilience aussi, c'est-à-dire, voilà, j'ai tourné la page sur un passé et je me reconstruis à partir de l'ici et maintenant. Par rapport à toutes ces étapes du deuil qui sont sensiblement les mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des degrés différents en fonction de l'intensité émotionnelle ressentie, mais ça va être spécifique à chacun. Notre approche visera toujours à être dans l'adaptabilité, c'est-à-dire comprendre qu'on ne réagit pas toujours exactement de la même façon, que les émotions peuvent être diverses et variées. Et donc, on ne va pas catégoriser forcément ce qui se passe, dire voilà, telle étape doit durer tant, là ça dure trop longtemps, enfin voilà, on n'a pas à estimer en termes de temps, c'est propre à chacun. Donc on va encore une fois, dans ce processus de deuil, si on doit accompagner une personne, que ce soit, enfin ce ne sera pas forcément la raison de sa venue, mais ça fera partie de notre accompagnement, de tenir compte de la phase ou des phases du deuil qu'elle traverse. Et on va simplement être à l'écoute, puisque finalement, au niveau des outils, ça ne va pas changer. On va garder les mêmes outils, on va l'accompagner avec ce qu'on sait, et on verra ça un petit peu plus tard. Et je fais référence aussi à Geneviève Manon, donc, qui est une sophrologue et qui a dirigé un collectif sur le deuil. C'est un livre qui s'appelle Sur le chemin du deuil. Donc j'ai marqué qu'elle était auteure du livre, mais elle est co-auteure. En fin de compte, il y a plein de personnes qui ont participé à l'écriture de ce livre. Et dans ce livre, ils utilisent l'allégorie des poupées russes. Donc de la plus grande à la plus petite. Alors on a le corps, la plus grande poupée symbolise le corps. La suivante, les émotions, la suivante, les pensées, la suivante, l'identité, et la suivante, l'être. Donc, pour nous montrer un petit peu ce qui se passe en phase de deuil, elle déstructure dans toutes les matrioshkas, qui sont toutes éparpillées finalement. Et ensuite, on les voit donc une par une reconstituées. Et ensuite, on a ce réemboîtage donc de la plus grande poupée à la plus petite poupée à l'intérieur, une sorte de réalignement de la personne qui, du coup, redevient totalement reconstituée. Alors, pas forcément de la façon identique à ce qu'elle était, puisque bien sûr, en ayant traversé cette étape, elle a vécu aussi une transformation intérieure. Alors, comment gérer? Gérer les personnes qui viennent nous voir, mais aussi gérer nos proches, parce que là encore, attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir tendance à vouloir aider dans ces cas-là, bien sûr, parce que parfois, les douleurs physiques et psychologiques qui torturent la personne nous sont insupportables. Et on a des difficultés à voir, à accepter finalement qu'un de nos proches souffre, tout simplement. Donc attention à ne pas vouloir trop en faire,
parce que le mieux est l'ennemi du bien. C'est important d'être là, c'est important d'écouter. L'écoute est très importante dans ces moments-là. C'est important aussi d'apporter des outils qui permettront à la personne de se prendre en charge, mais en fonction de là où elle en est. C'est-à-dire pas vouloir aller trop vite, pas vouloir lui faire passer ses étapes à la lui enlever, mais simplement l'emmener à prendre conscience de ce qui la traverse et de faciliter finalement son acceptation. Tout ça, ça fait partie intégrante de son processus de reconstruction, donc il est important de lui faire prendre conscience de ce qu'elle vit en fin de compte. Et nous, d'avoir conscience que on doit aussi se baser sur son propre rythme. Donc on va pouvoir, malgré tout ça, accompagner une personne sur plusieurs plans. Donc d'abord sur le plan corporel. Alors, comment on va s'en occuper? Comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? Une personne en deuil peut avoir un mauvais sommeil, une perte d'appétit, une sorte de léthargie, une sorte d'hyperactivité, des douleurs liées à des tensions. Bref, tout ce qui a été évoqué dans le module sur le stress. Donc bien sûr, tout est valable, tout ce qu'on utilise en général par rapport à ces problématiques sont tout à fait imputables à l'accompagnement par rapport au deuil. Donc des exercices de respiration, de détente corporelle à travers le mouvement ou la relaxation verbale, le massage, l'activité physique, prendre soin de son corps, tout ce qui va permettre à la personne d'être à l'écoute de son corps et de pouvoir finalement se libérer d'un maximum de tension ou de douleur. Ça va rejoindre un petit peu le plan émotionnel, puisque quand une personne ressent une émotion, elle la ressent physiquement également. Elle ne la ressent pas que intellectuellement. Donc ces émotions, il est intéressant d'amener la personne à les nommer, à en prendre conscience et à voir quel impact ces émotions peuvent avoir sur son corps. Donc libérer le corps, comme on l'a vu, pour tout ce qui va être tension corporelle liée à l'émotion, mais pourquoi pas aussi s'investir dans des activités créatives telles que la peinture, l'écriture, la sculpture, tout ce qui va permettre d'exprimer les ressentis et de les exorciser finalement. Ensuite, on va l'inviter aussi à retisser des liens sociaux afin de sortir de l'isolement. Plus la personne va être confrontée à d'autres, plus elle va générer des émotions, des pensées différentes qui vont un petit peu simplement lui occuper l'esprit, plutôt qu'elle soit sans arrêt dans la focalisation sur ce deuil. Par rapport au plan cognitif, on va inviter la personne à retrouver une pensée structurée, à travailler sur des prises de conscience et à lui permettre de relativiser. Donc là, bien sûr, on ne va pas faire ça tout de suite. On va faire ça vers la fin du processus de deuil, quand la personne aura retrouvé une possibilité de raisonner et une possibilité de revenir, de quitter le monde émotionnel pour revenir un peu plus dans le monde rationnel. Donc on peut faire le travail sur les croyances de façon à lui permettre de prendre conscience d'une réalité plus objective. On va lui faire porter attention aux choses positives, à toutes les choses positives qui l'entourent. Lors de la période de négociation, il est important d'accepter que la personne soit dans l'irrationalité tant que ses émotions la submergent. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire attention de ne pas chercher à raisonner la personne trop tôt. Elle n'est pas en mesure de le faire. Ensuite, on peut l'inviter, lorsqu'elle est capable à nouveau de raisonner, à transformer cette expérience négative en quelque chose de constructif pour elle. Parfois, simplement en lui demandant si la personne disparue préférerait la voir se morfondre et pleurer, ou au contraire aller de l'avant et profiter de la vie. Donc on va être là sur un plan intellectuel, un plan plus rationnel, et l'emmener simplement à réfléchir. Et puis il y a le plan identitaire. Donc j'ai mis cette petite phrase d'Eckhart Tolle
je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie, je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis. Là aussi, la personne a été, comment dire, elle a perdu son identité finalement. Surtout si elle s'était identifiée à la personne décédée. J'entends par exemple si c'était son conjoint, si c'était un parent, si c'était un enfant, etc. Elle a pu s'identifier aussi à son métier, à sa profession. Hein. Donc, si elle a vécu un licenciement, il y a à nouveau une déstructuration de l'identité. Elle a pu aussi, dans le cadre d'une rupture amoureuse, si elle s'était identifiée à un couple uni et parfait, il y a vraiment une brisure de l'identité, donc il faut qu'elle se reconstruise personnellement dans son identité afin de renouer avec qui elle est vraiment. Et cette fois, justement, et là on va pouvoir l'aider, de l'amener à prendre conscience de qui elle est, de ses propres besoins, de ses ressources, de façon à ce qu'elle fasse des choix qui la concernent et qu'elle mette en place des nouveaux comportements. Et constate aussi que si elle a pu surmonter cette situation qu'elle voyait comme insurmontable à la base, eh bien c'est qu'elle a des ressources et de l'énergie pour avancer. Donc on va lui faire prendre conscience finalement de tous ses atouts, de ses valeurs aussi. Hein. Donc là on revient sur les niveaux logiques, afin de lui permettre d'avoir vraiment conscience de qui elle est et de savoir maintenant que cette expérience finalement a permis à construire cette identité entre autres. Une partie en tout cas de cette identité. Et au niveau du plan spirituel, donc il s'agit de donner du sens à l'expérience vécue, renouer avec la vie et prendre sa place dans le monde, comprendre que profiter de cette vie est un véritable hommage à celui qui l'a perdu et qui, lui, ne peut plus en profiter. Il faut bien comprendre qu'en aucun cas le deuil est l'oubli. Il est juste l'acceptation d'une réalité différente et l'adaptation à cette nouvelle réalité. Ça va être important de communiquer beaucoup là-dessus parce que, justement, comme je le disais tout à l'heure par rapport au sentiment de tristesse, il y a une sorte de conflit de loyauté, hein, c'est-à-dire, voilà, la personne disparue n'est plus là, donc c'est comme si moi aussi, je mourais à l'intérieur, si je ne pouvais plus m'ouvrir à la vie. Hein, donc effectivement, là, l'idée de réinvestir la vie en se disant, plutôt que je me laisse sombrer, finalement, je rebondis sur cette situation. Ok, cette personne est décédée, mais en hommage à sa mémoire, je vais, moi, profiter de la vie et faire quelque chose de ma vie. Donc ça va être justement amener la personne à contribuer à quelque chose, à se sentir utile et à s'intégrer complètement dans un système quel qu'il soit. Quand on parle de spiritualité, encore une fois, ça peut être une spiritualité religieuse, mais pas forcément. Donc l'individu réinvestit sa quête de sens et peut à nouveau, du coup, étendre son champ des possibles. Pour finir, je citerai cette phrase d'un auteur inconnu. Dans la vie, pour être heureux, il faut seulement laisser venir ce qui vient et laisser partir ce qui s'en va. Et quoi de plus simple finalement que de symboliser cette phrase par une rose qui montre la partie éphémère et le changement, hein, qui a souvent été utilisée par nos poètes pour symboliser cette fragilité de la vie et ces étapes du changement. Voilà, et bien c'est tout pour cet atelier. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez me les soumettre par mail. J'espère qu'il vous a aidé et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours sur ces ateliers, à savoir est-ce qu'ils vous conviennent, est-ce que vous aimeriez plus d'explications, plus en détail, moins en détail. Voilà, on reste à votre disposition pour tout ça et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir.